Je me doute que ce sont absolument pas ceux l'on verra sur la vraie voiture. En vrai, on s'est un petit peu fait enfler, on ne nous montre pas tout, bien au contraire. Une show-car repeinte dans ses nouvelles couleurs. Mais j'espère de tout cœur que l'on aura quelques détails chez d'autres écuries. Enfin, on en voit une vraie de vraie. Aston Martin nous a présenté hier sa voiture pour 2022 et cette même voiture prend la piste à Silverstone à l'heure où j'enregistre pour faire ses premiers tours de roue, le filming day. On va donc faire le tour du propriétaire car il y a pas mal de choses à dire. On a senti un Lawrence Stroll un peu fatigué, lisant son prompteur non sans difficulté, mais le résultat de voir une Valhalla, une Valkyrie Pro et une DBX en plus de l'AMR 22 sous le drapeau britannique, on peut comprendre les cernes du monsieur. Alors je m'attendais à ce que Aston Martin adapte un peu plus son vert British Racing avec un peu plus de flash on va dire, car l'année dernière, même si la couleur était particulièrement jolie au soleil pour des photos etc., sur les diffusions c'était beaucoup moins visuel malheureusement et on avait du mal à reconnaître les voitures. Finalement, on a l'air de rester sur le même vert, mais avec beaucoup plus de touches de jaune, on va dire. Au revoir le rose qui jurait un petit peu sur la voiture à cause du sponsor BWT. Et on a une très très belle livrée. Il faudra attendre de la voir, on va dire, à la lumière naturelle, histoire de voir justement vraiment ce que vaut ce vert British Racing sur cette nouvelle carrosserie. Alors techniquement, on a pas mal de choses à dire pour le coup, et c'est vraiment la première vraie voiture qu'on voit. Et alors ça fait vraiment super plaisir. L'aileron avant se compose de 4 éléments, le maximum autorisé par la réglementation, et contrairement à l'année dernière, en fait, le plan principal est assez court et n'est pas tenu par le museau directement, comme sur la Haas finalement. Ce plan principal, en fait, va avoir vraiment le rôle de conditionner l'air, plus que de générer de l'appui aérodynamique. Ce rôle d'appui, en fait, va être incarné par le deuxième plan et les deux flaps qui sont directement rattachés au museau pour le coup, et qui vont aussi guider l'air vers le reste de la voiture, comme on a vu finalement sur la Haas. On note sur l'intérieur des flaps les ajusteurs de flaps justement pour régler la courbure qu'on veut leur donner et donc faire un réglage avec plus ou moins d'appui aérodynamique. Les flaps d'ailleurs empruntent une forme générale similaire à la Haas mais avec là aussi peut-être un petit peu plus de travail aéro. L'aileron en lui-même avec le nez est assez haut perché, je ne peux pas dire que c'est spécialement une surprise étant donné qu'on va vouloir finalement alimenter le plus possible le fond plat. Donc faut dégager un bel espace entre l'aileron et la piste pour envoyer tout cet air vers le fond plat. Et d'ailleurs l'air qui passe dessous vers le fond plat est accéléré par la courbure du plan principal de l'aileron avant. Donc là aussi on génère un petit peu d'appui. D'un point de vue suspension, on part sur une suspension classique à poussoir. Avant les présentations on s'était dit que la nouvelle réglementation en fait allait pousser probablement les équipes à opter pour des suspensions à tirant qui correspondrait un petit peu mieux aérodynamiquement à la voiture et à cette réglementation. Finalement, pour Aston Martin, ce n'est pas le cas. Les suspensions avant sont de conception Aston Martin, alors que les suspensions arrière viennent de chez Mercedes. En fait, Aston emprunte le moteur et la boîte de vitesse à Mercedes, et du coup, cela faisait plus de sens d'emprunter aussi les suspensions arrière à Mercedes, comme c'est prévu par la réglementation, qui repose sur la boîte de vitesse directement, donc comme ça, on a tout un package. Les écopes de frein sont assez réduites finalement, on va avoir des plus gros disques qui chaufferont moins vite, donc on aura un peu moins besoin de les refroidir par rapport à avant, mais ça, c'est de la théorie. En pratique, les écopes vont changer en fonction des circuits et des conditions de piste, évidemment, et avec elles, je suppose que le garde-boue évoluera aussi. Alors ce garde-boue a pour rôle finalement de casser et de rendre l'air turbulent généré par la roue qui est en mouvement plus propre pour éviter que cela ne dérange les pontons et l'entrée du fond plat de la voiture. Ce sera aussi un élément qui visuellement devra demander un petit peu d'adaptation au pilote car il obstrue légèrement la vue. Alors Aston Martin a pas mal caché les ailettes verticales à l'entrée du fond plat, c'est tout à fait normal, c'est une zone hyper critique qui conditionne la très grande majorité de l'appui aérodynamique de la voiture. En revanche, même si on n'a plus de bargeboard hyper complexe comme l'année dernière, on est retourné à une sorte de bargeboard assez simple et basique. En fait, quoi qu'il arrive, on veut pouvoir séparer l'air propre qu'on a travaillé avec l'aileron avant et qui va rentrer sous la voiture, dans le fond plat, et l'air turbulent de la roue en mouvement pour le faire dévier en dehors de la voiture. Alors si on parle des entrées d'air latérales et des sidepods, j'avoue que c'est un petit peu une surprise, surtout par rapport à la Haas. Pas de forme de bouteille de coca, une forme très peu travaillée entre guillemets, par rapport à ce que l'on a vu ces dernières années sur les pontons. On ne vient pas épouser totalement, j'ai l'impression, la forme des éléments sous la carrosserie.
ou presque. Les entrées d'air sont carrées et assez petites comme sur la Haas finalement, donc ça confirme qu'on restera sur des entrées plutôt réduites. On a une sorte d'excroissance en carbone qui visuellement n'est pas désagréable à l'œil et qui évite un petit peu cet aspect joue de hamster qu'on a vu sur la Haas. Cette excroissance est plate et j'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre à quoi elle peut vraiment servir. Peut-être que ça peut calmer l'air turbulent du pneu avant de le faire glisser sur le ponton par exemple, ou alors est-ce que ça cache peut-être une autre entrée d'air si besoin de plus refroidir la voiture? Ça par contre je pense pas. Les pontons sont au final très arrondis et ne convergent vers le centre de la voiture à l'arrière qu'au dernier moment. En fait c'est le résultat d'une volonté, avoir une coupe sous les pontons bien plus serrée pour faire passer un maximum d'air vers l'arrière de la voiture et la sortie du diffuseur, pour optimiser son efficacité et donc l'appui général de la voiture. Du coup, si on veut cette grosse coupe et cette forme très serrée, on va dire, sur le dessus du fond plat, on va devoir placer les radiateurs beaucoup plus haut et beaucoup plus à l'horizontale dans la voiture, et donc ça va prendre un peu plus de place, et surtout il faudra dégager l'air chaud, et non pas à l'arrière comme avant, mais carrément par-dessus, d'où les fameuses et nombreuses ouïes de requin, comme on dit, qui sont présentes sur la carrosserie. Cet air chaud turbulent sera pris en charge par la Beamwing, donc c'est pas finalement un gros souci. En revanche, en ayant les radiateurs haut perchés, Aston Martin relève son centre de gravité, ce qui est pas top pour le comportement de la voiture, puisqu'on veut un centre de gravité très bas, mais c'est aussi compensé par le flux d'air et l'optimisation de cet air vers le fond plat pour générer plus d'appui aérodynamique. Alors est-ce que le ponton sera plus travaillé que ce qu'on voit actuellement ? Je dirais oui, probablement, mais maintenant, en vrai, j'en suis plus si sûr au final. Alors si ça se trouve, la version des pontons de la Haas qu'on nous a montré n'est absolument pas celle qui prendra la piste et qui finalement rejoindra peut-être une philosophie entre guillemets Aston Martin, parce que la philosophie Aston Martin a ses avantages et ses inconvénients, mais aujourd'hui, sachant qu'on n'a plus de bargeboard, c'est celle qui paraît finalement presque la plus logique, on va dire, en termes de philosophie. Donc bon, on verra pour les prochaines voitures ce qu'on va nous présenter. Pour terminer, gros travail sur l'aileron arrière. On a pour la première fois le système du DRS qui est dessus. Le flap se lèvera, mais ça va générer probablement quelques vortex. On pourrait voir disparaître quelques zones de DRS sur certains circuits, mais il faudra voir comment les voitures se comportent évidemment et se suivent. Mais ça, je suis sûr qu'on en reparlera très prochainement. La voiture, comme toutes les autres, va évoluer de manière assez significative entre Barcelone et Bahreïn, puis toute la saison, donc on verra où on arrivera avec ces premières voitures d'un point de vue technique pour cette nouvelle réglementation de 2022. Alors pas de copie chez Aston Martin cette année, et à part quelques pièces empruntées chez Mercedes évidemment, c'est la première vraie grosse voiture conçue depuis le rachat de l'écurie et de la marque par Lawrence Stroll. Le milliardaire canadien a aussi déboursé environ entre 150 et 200 millions de livres sterling pour construire une toute nouvelle usine et se donne un plan de 3 à 5 ans, on va dire, pour se battre pour le championnat. Alors du coup, la marque a recruté à tour de bras pour se donner les moyens de ses ambitions, donc autant vous dire qu'ils ne sont pas là pour blaguer à long terme. Ce sera intéressant de voir où ils se situent cette année avec cette nouvelle voiture, pour le coup, sans copie.